tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité. Merci de votre fidélité à votre émission Autour de l'info. Autour de l'info, aujourd'hui, nous avons deux sujets, deux grands sujets, plus un biscuit. Autour de l'info, nous allons évoquer également le dialogue national inclusif, cette fois-ci pour évoquer le soutien du Congrès américain au plan de la CENCO-ECC. Et puis nous allons analyser, critiquer et commenter les éloges du président Donald Trump au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et comme biscuit, nous allons évoquer la démolition du quartier Pakadjouma dans la commune de Limete. Quelles sont les retombées et comment cette situation va-t-il vraiment se dérouler? Nous allons en discuter avec nos invités qui sont déjà sur ce plateau. D'abord à ma droite, c'est Héritier Ekoto. Héritier Ekoto est porte-parole du Front Anti-Dialogue et il est aussi porte-parole du parti politique Congo Positif dirigé par Dieudonné Kishi. Bonjour Héritier. Bonjour Monsieur Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Bonjour à mes co-débatteurs. Merci. À sa droite, c'est M. Jaïn Talou. Jaïn Talou est chercheur et environnementaliste. Il est aussi géographe. Bonjour M. Jaïn. Bonjour M. Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis là. À ma gauche, Christian Mambou, économiste et analyste politique. Bonjour, Monsieur Christian. Bonjour, Monsieur Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Et il y a Papi Mouya, communicateur UDPS, et Gauthier Sopambou, analyste politique, et Van Mukindi, enseignant et analyste politique, qui pourront nous rejoindre en cours de l'émission. Mais déjà, nous commençons avec ces biscuits. C'est cette démolition qui fait parler d'elle, la démolition du quartier Pakadjouma dans la commune de Limete, un quartier renommé dans des choses un peu bizarres, mais un quartier qui était donc installé sur les rails. Et donc le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa a pris la décision de pouvoir démolir pour pouvoir rétablir les chemins de fer. Et dans la suite de ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup de choses à boire et à manger. Christian Mambou, comment vous avez appréhendé cette démolition du quartier Pakadjouma? Merci. Avant d'entamer votre question, j'aimerais vous demander d'observer quelques minutes de prière ou de pensée pieuse à Papa Charles Kisolokele, nous les Kimbanguistes. Papa Charles était né un certain 12 février 1914. C'est le fils aîné de Mfumu Kimbangu. Alors on est en train de commémorer son anniversaire aujourd'hui au centre d'accueil Kimbanguiste. Donc, j'adresse ma prière en communion avec ceux qui sont en train de commémorer cette grande journée d'anniversaire du fils aîné de Papa Simon Kimbangu, qui a été Papa Charles Kisolokele. Alors, pour répondre à votre question, le quartier Pakadjouma, je suis vraiment bien placé de parler de cette question parce que j'ai été à un moment donné, à la période 1+4, assistant de l'ADG de l'ONATRA, lors de 1+4 en 2000, je crois, 2 ou 2004, je ne sais plus, dans ces années-là. Et le quartier Pakadjouma, c'est un quartier qui a été créé par les gens qui ont été déplacés
d'abord sont venus, il y a eu d'abord des catastrophes naturelles, des pluies, les gens se sont déplacés vers là-bas, et d'autres qui ont été chassés en 2014 au Congo-Brazzaville. Du Congo-Brazzaville, ils sont rentrés ici, et ces gens-là n'ont pas eu où aller, et se sont installés au quartier Pakadjouma. Et certains d'ailleurs étaient autour du stade 24, bon, on parle de Rennes Street aujourd'hui, je ne sais pas si on a changé de nom, le stade du 24 novembre, qui est sur l'avenue Kassavobo, Bambar, et ça avait créé des émules. Je crois qu'on avait trouvé solution à ces gens-là qui étaient à côté de la commune, une maison commune de Kinshasa. Mais pour le quartier Pakadjouma, on ne peut qu'encourager le gouverneur, parce que moi-même, coordonnateur de l'ancien gouverneur, le prédécesseur de ce gouverneur ici, coordonnateur du bureau d'études, nous avons eu déjà discuté sur ce cas-là à l'hôtel de ville avec Gentilin Gobila. Et ça ne pouvait pas que se suffire aux moins nantis. Parce que le quartier Pakadjouma, il y a une précarité, les maisons qui sont construites là-bas, qui ont été démolies aujourd'hui, ce sont des maisons de moins nantis. Ce sont des maisons précaires. On parle de constructions anarchiques. Oui, anarchiques et précaires. Mais il y a des constructions anarchiques et en matériaux durables. Sokopao 1, Sokopao 2, Sokopao 3. Tout ce coin-là, ça fait partie du patrimoine foncier de l'ONATRA. C'est le terminal de conteneurs de l'ONATRA. C'est là où l'ONATRA faisait les formations de ses cadres. Il y avait un centre de formation de l'ONATRA dans ce quartier-là. C'est là où aussi on a rangé les trains. Les trains, c'est-à-dire les trains de locomotives. Quand les trains de locomotives étaient en panne, qu'il fallait changer, on les changeait là-bas. Et ceux qui ont occupé les premiers ce quartier-là, qui ont donné les mauvais exemples, c'est certains cadres de l'ONATRA, dont on ne va pas citer des noms ici. Est-ce qu'ils sont... Parce que ce n'est qu'un biscuit. Ce n'est qu'un biscuit, on ne va pas entrer en profondeur. On va entrer en profondeur peut-être dans d'autres émissions. Mais quelle est votre appréhension de ce qui s'est passé? La démolition directe? La démolition directe, oui, le projet est bon. Le projet est bon, on doit renouveler les chemins de fer, les réseaux de chemins de fer de l'ONATRA. Mais on doit aussi reloger, on doit se relocaliser. On délocalise, on doit relocaliser les gens. Ces gens-là ne sont pas... Ce sont des Congolais qui votent pour la République. Ils ont leurs droits comme citoyens. Sauf qu'ils sont dans des situations de précarité telles qu'ils ne savent pas où aller se loger. C'est à l'État de prendre en charge leur logement et de préparer les sites d'accueil pour ces gens-là. On ne peut pas les laisser dans la rue. Et maintenant, nous avons vu des réactions. Ils ont caillassé des bus, des véhicules des honnêtes gens. Ils ont fait le pillage et ça ne met pas de la sécurité dans la ville. Bien on les a délocalisés pour créer de la sécurité, ça a créé une autre insécurité. Parce qu'ils ne sont plus maîtrisables à l'heure actuelle. On ne sait pas où ils sont. Ils peuvent se retrouver en ville, faire des dégâts en ville, tout comme ils peuvent se retrouver dans d'autres communes pour faire des dégâts là-bas aussi. On ne sait pas mettre la main sur eux. Alors, pour cela, il fallait que ça se fasse concomitamment dans une commission. Une grande commission interministérielle ou interinstitutionnelle. Parce qu'il y a le gouvernement central. Nous avons le gouvernement central qui est logé par l'hôtel de ville de Kinshasa, par le gouvernement provincial de Kinshasa. Donc il y a une certaine promiscuité entre le gouvernement central et le gouvernement provincial. Alors, quand la ville de Kinshasa est touchée dans une certaine mesure à des insécurités, ça va directement avec incidence sur le gouvernement central. Donc, je pense qu'il devait avoir une commission ad hoc pour pouvoir voir les conséquences
de cette délocalisation et de pouvoir les reloger quelque part. D'accord. Merci, Christian. Alors, héritier Koto, comment vous avez analysé cette situation lorsque on a vu les habitants de Pacadjouma s'énerver, brûler les pneus, se fâcher, jeter des pierres sur les autorités, et on a même assisté à une scène entre un officier des forces armées avec le ministre provincial qui a touché 13 000 $. Comment vous analysez la situation? Merci pour la question, M. Gustave. Je note que l'opération de démolition du quartier Pacadjouma vise un seul objectif, remettre de l'ordre et remettre l'État dans ses droits. Il est de notoriété publique que c'est une propriété foncière de l'ONATRA. À partir de ce moment, il n'y a plus discussion. Maintenant, comme l'a dit mon co-débatteur, l'État en tant que responsable peut penser à comment reloger tous ceux qui ont été déguerpis de ces sites-là qui appartiennent à l'ONATRA. Mais il faut dire que pour nous, les passants, pour nous qui empruntons cette route-là de poids lourds, c'est un ouf de soulagement parce que vous savez que Pacadjouma traîne une très mauvaise réputation. C'est une zone de non-droit, on y trouve tout le monde, de voleurs et vraiment un spectacle difficile à décrire sur ces plateaux. Donc pour nous, nous pensons que ce serait une bonne chose que l'État mette de l'ordre dans ces quartiers parce que on est souvent victime de vols de téléphone, tous ceux qui passent là-bas, ils se plaignent de bandes, de voyous, de voleurs et tout ça, de malfrats. Donc il faut les mettre hors d'état de nuire, mais comme je l'ai dit, l'État en tant que et les parent conséquences, responsable, il y a eu tout ça. 3 morts et puis des blessés. Je condamne fermement toutes ces morts inutiles, parce que la Constitution consacre la sacralité de la vie humaine. C'est pas bon. Déjà, on a beaucoup de morts à l'est du pays. La tragédie du Congo, c'est plus de 6 millions de morts. Faire d'autres morts supplémentaires, ça n'arrange pas la situation. Donc, que tout se fasse dans le respect du cadre légal en vigueur. Alors, voilà que faire pour calmer la situation et remettre de l'ordre, mais aussi prendre en charge les victimes de cette démolition? C'est ce que j'ai dit. Un, les occupants doivent comprendre qu'ils occupent ces terrains illégalement. Ça ne leur appartient pas. Deux, l'État en tant que responsable, parce que l'État a l'obligation de protéger les citoyens. En tant que responsable, peut trouver une solution B pour les reloger dans un autre site, mais pas dans ce site-là. Voilà ce que je peux dire. Merci. Environnementaliste, chercheur, géographe également, la situation de Pacadjouma, ça vous a quand même interpellé, M. Diaye Boutalo? Merci beaucoup, M. Gustave. S'il y a des Congolais qui peuvent dire que non à ces mouvements, ce n'est pas normal. Parce que l'environnement de Kinshasa, c'est tout le monde qui se plaint. Et quand tout le monde se plaint, et le monde extérieur, l'image que nous vendons, cette image est comment? Je vous rappelle une chose que le problème de Pacadjouma, c'est un problème de bidonville. C'est un problème de bidonville qui existe même dans certaines villes du monde. Non loin d'ici de la RTNC 1, il y avait un quartier aussi qu'on appelait, je ne sais pas comment, j'ai oublié, un quartier comme ça. C'était une bidonville en pleine ville de Kinshasa, derrière la RTNC. Donc, derrière la RTNC, vous ne pouviez pas passer. Si vous osez passer, c'est un problème. On vous ravait même les habits. Donc, Pacadjouma n'existait pas. Comme l'a dit M. Christian. M. Christian l'a bien dit. Cet espace-là est bel et bien pour l'ONATRA. Et ce n'était pas habité comme ça. C'était un espace vide. Et je me rappelle encore quand j'étais en premier graduat. Nous faisions parfois le pied de la première rue vers Kingaboa pour aller voir. Moi je partais vers là où on fabriquait des piles, Revac, au fin fond là-bas, vers le Grand Monde. Nous partons à pied sans problème. Mais à un certain moment, les problèmes ont commencé à surgir vers Grand Monde. Grand Monde vers
Iveco, je pense. Là où il était Iveco, oui. la compagnie Fiat. Fiat, oui. Et ça a émergé le long des rails. Et même quand les trains passaient, il y avait toujours des mouvements suspects qui s'est passé là-bas. Et tout ça au vu et aussi de l'autorité. Aujourd'hui, ça a donné ce que nous subissons aujourd'hui, ce que nous déplorons. On pensait que les gens se sont installés d'eux-mêmes. Illégalement. Il y a des services de l'État qui les ont installés. Je vais vous dire une chose. C'est parmi les quartiers qui ont formé les Koulouna de la ville de Kinshasa et de l'insécurité. Une personne peut les suivre de Kanlouka, mais il quitte Kanlouka, il se retrouve vers Pakatimo, vous ne les verrez pas. Parce que les maisons qui sont là, il faut que vous soyez des milliers pour traverser. Sans quoi, non. Ça, c'est un danger public que l'État a laissé pendant un temps. Et aujourd'hui, ça a des conséquences. Mais je ne pense pas que le gouverneur, donc il ne s'est pas organisé pour que ce mouvement puisse avoir lieu. Quand le gouvernement a lancé, le gouverneur a lancé le mouvement de démolition, avant, ça a posé des problèmes. On a touché même certaines personnalités de la ville, notamment l'honorable, je pense, Godin Poy. D'ailleurs, ce qu'on a laissé à Godin Poy, je pense que l'État est encore bon. Normalement, il faut arracher, parce que la maison se trouve sur la maison, sur la route. Même si on a cassé, mais la maison se trouve toujours sur la route. Donc si l'honorable Godin Poy est très prudent, il peut même démolir et changer de position. Parce qu'aujourd'hui, peut-être on a laissé cette partie, mais demain on va enlever tout. Donc c'est un danger public. Laisser le gouverneur faire son plan, mais que lui-même, le gouverneur aussi, puisse planifier les choses. De telle sorte que... Autrefois, vous avez dit qu'il n'y a pas de plan de... C'est ça. J'arrive, mon cher ami Gustave. Le grand problème, il faut associer tout le monde. Les géographes, les démographes, les topographes, les environnementaux, tout le monde. Et quand on émet une idée, c'est tout le monde qui contribue. Moi, je peux donner une idée positive, mais que M. Christian va contredire. Ben non, si nous faisons ça, voilà les conséquences. Mais quand M. Christian va dire non, moi quand je dois... Peut-être l'ami en question, M. Héritier, va dire oui, c'est bien, mais voilà les conséquences. Et à la fin, il y a des solutions. C'est pour ça que je dis que le gouverneur doit avoir un plan stratégique de la ville. Même s'il quittait, celui qui vient, il va se référer de ces plans stratégiques. Mais ce n'est pas la première démolition. On a vu des démolitions derrière, déjà sous Kimbuta, Ngobila. On détruit, on ne fait rien sur place. Après quelques jours, les gens retournent. Monsieur Gustave, on a détruit sur Nyangwe, on a détruit un peu partout dans la ville. Hein. Et après, il n'y a rien qui est fait. Aucun projet. Les bonnes solutions qui n'ont pas de suivi, ce sont des mesures nulles. C'est quand vous prenez des mesures, il faut prendre des précautions éternelles. Donc, des précautions permanentes. Aujourd'hui, on a encore avec les contrôles. C'est une bonne chose. Et vous avez remarqué sur le terrain un changement. Mais ce changement doit être continuel, permanent. Mais qu'est-ce que nous constatons? À un certain moment, il y a les laisser aller. Moi, on m'a conduit, des fois, l'autre monsieur, je suis venu en retard. D'accord, merci. Le chauffeur a même dévié de discuter, monsieur Jaï. Merci. Merci beaucoup. Alors, il y a monsieur Van Mukendi qui vient de nous rejoindre. Van est enseignant et analyste politique. Van, vous nous trouvez en train de terminer les biscuits qu'on avait prévu, la démolition du quartier Pakadjouma. Comment vous appréhendez cette action du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa? Que faire pour qu'il y ait la paix, mais aussi qu'il y ait l'ordre? Oui, merci M. Gustave pour la question. Je profite pour saluer tous ceux qui me suivent maintenant, toutes mes bases. Je commence d'abord
par mon président national Simon Moulamba Mpoutou et mon parti politique, la CODEP, aussi à mes co-débatteurs. Voilà, vous savez que même quand une personne a une pathologie de la septicémie, on a toujours donné, administré à la personne des produits, n'est-ce pas, pour guérir. Et il y a des mesures qui sont prises, pas pour ne pas faire du mal, mais c'est pour aider la population. Vous savez, si vous avez déjà eu le temps d'emprunter cette route, poids lourd, dès qu'il est 19 h, vous aurez pitié, hein, et vous n'allez pas croire que nous sommes au centre-ville. Mais c'est grave, il y a certains actes qui se passent là que vous ne pouvez pas adorer, aimer. Vous savez, même du point de vue normal comme ça, personne ne peut accepter de voir comment est-ce que le train, là où le train est en train de passer, qu'il y ait des milliers et des milliers de personnes à cet endroit. D'abord, il y a beaucoup de risques à ce niveau-là. Lorsqu'il y a le passage de train, et vous savez, peut y avoir un problème de déraillement. Vous savez combien vont perdre la vie? Moi, je pense que c'est une bonne mesure. Deuxième élément, c'est aussi un problème sanitaire. Vous allez voir que les conditions de vie que mènent les habitants de ce coin, vous allez regretter, vous n'allez pas dire que nous sommes à Kinshasa. Je salue la mesure. Il faut que les gens arrivent à comprendre que les temps, nous devons changer des choses. Nous devons évoluer à notre manière. Et si vous prenez les coins Pakadjouma, aujourd'hui, c'est le point focal de choléra. C'est le point focal des épidémies ici à Kinshasa. La plupart des maladies, lorsqu'elles veulent commencer, et ce n'est pas ailleurs, c'est là le point focal de la plupart des maladies. Donc, alors, on a détruit la solution. La solution pour les victimes, est-ce qu'en détruisant, on a mis fin aux épidémies qui attaquaient la population? Est-ce qu'en détruisant, on a mis fin à tout ce que vous pensez? Logiquement parlant, si vous posez même la même question à ceux qui sont là, les habitants là de Pakadjouma, Kawele, je vous dis, ils savent bien que ce n'est pas un endroit qu'on peut d'abord construire. Eux-mêmes sont conscients, malgré qu'ils sont en train de crier de part et d'autre, ils sont conscients. L'État, le gouvernement provincial, je crois bien qu'il les avait déjà avertis depuis très longtemps que nous allons démolir. Je ne pense pas que le gouvernement provincial s'est levé du coup comme ça pour aller démolir. Il y a eu un avertissement, il y a eu un préavis. Préparez-vous parce que cet endroit, et c'est une propriété de l'État et nul n'a le droit de construire là-dessus. Donc moi je salue cette mesure. Les gens doivent commencer à comprendre avec le temps. Ce n'est pas seulement là aussi. Hein. Je vous amène les gens qui sont tout au long de la rivière Kalamu. Mais il y a des gens qui construisent, vous voyez qu'il y a la rivière, mais lorsqu'il y a inondation, mais s'il y a perte en vies humaines, vous allez voir, ce sont les mêmes populations qui crient où est l'État. Mais est-ce qu'ils ne savent pas qu'il y a de ces endroits qu'il ne faut pas construire? Allez sous d'autres cieux, vous allez constater que même pour construire, raison pour laquelle j'ai aimé l'idée de mon co-débatteur qui disait qu'il faut faire appel, n'est-ce pas, aux géologues, aux environnementalistes, tout le monde. Enfin, on doit réunir toutes les couches pour faire l'étude. Vous savez, dans d'autres pays, quand vous y allez, pour construire l'immeuble, pour construire une maison quelconque, il y a des conditions que le gouvernement donne pour que cela soit réel et effectif. Donc ici à Kinshasa, nous commençons toujours à avoir tout ce qu'on dit, ben, c'est normal. Quelqu'un peut aller manger vers la toilette, quelqu'un peut aller manger à la douche, tout ça, on trouve ça normal. Mais lorsqu'il y a un problème, là ça revient à l'État. Moi je pense que c'est une piqûre de la quinine
qu'on donne à certaines personnes souffrant de la pathologie du paludisme. C'est normal. Quand on donne la piqûre, ça fait mal, mais c'est pour guérir, ce n'est pas pour tuer. Merci, merci Van Mukendi. Alors, nous abordons ce sujet. Nous commençons d'abord par ces éloges du président Donald Trump au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Vous avez suivi lorsque le président a pris part aux prières qui se font chaque année aux États-Unis. Vous avez suivi des éloges avec des accolades, des encouragements. Je ne sais pas, est-ce que ces éloges peuvent être compris comme la fin de la guerre, comme l'avènement de la paix, comme la victoire sur les rebelles, les Rwandais? Est-ce que ça peut être encore en quelque sorte une frustration de Kagame? Voilà autant de questions. Je ne sais pas comment vous allez analyser ou critiquer ou faire des commentaires. Je commence avec vous, héritier Ekoto. Merci pour la parole, Monsieur Gustave. Vous savez, le président de la République a reçu mandat du peuple congolais pour répondre à tous les besoins de ce peuple. Et donc, dans sa manière de gouverner, il a deux stratégies. Soit de faire du Congo une puissance par ce qu'on appelle le hard power, la puissance dure, la force militaire, soit par le soft power, la puissance par l'influence, par la diplomatie. Et là, visiblement, on est en train de vivre, je ne dirais pas l'âge d'or, mais une page de l'histoire quand même satisfaisante lorsqu'on voit du haut du bureau ovale ou du territoire américain, le président des États-Unis, Donald Trump, pour ne pas le citer, reconnaître le travail qu'abat le chef de l'État. Pour nous, c'est un bon satisfecit, mais nous voulons que tout ceci se concrétise dans les faits. Et dans les faits, c'est quoi? C'est que les populations de l'Est du pays vivent enfin dans la paix et dans la quiétude, qui s'adonnent à leurs activités journalières sans bruit de bottes. Donc voilà ce que je peux dire à ces sujets pour le moment. D'accord avec Donald Trump, vous pensez que ce n'est pas de la poudre aux yeux, ou vous êtes, il y a de la sincérité dans ces éloges-là? Vous savez, comme je l'ai toujours dit, les relations internationales, ce n'est pas le monde de bisounours, hein, où on prêche l'amour, la paix, la charité, le pardon. Non, c'est un monde d'intérêt. Donc, c'est à nous de tirer profit de ce rapprochement américano-congolais. Donc, c'est à nous de travailler pour avoir des dividendes vraiment sur terrain. Voyez-vous, je sais qu'il s'appelle Trump. Je ne sais pas si Trump nous trompe, mais ça va se vérifier sur terrain si, effectivement, les Américains sont prêts à nous accompagner pour qu'enfin nous puissions vivre en paix. Vous savez, depuis tout ce temps, le Rwanda a été vanté pour sa diplomatie. Mais en réalité, c'était une diplomatie bâtie sur le mensonge. Et le président Tshisekedi, à travers tous ses déplacements à l'extérieur, est en train de démonter petit à petit la stratégie diplomatique du Rwanda. Il avait des tentacules ou des métastases au niveau de l'Occident, tous ces lobbies. Nous pensons que le président de la République a frappé là où il fallait pour essayer un peu de couper le cordon ombilical. Je vous rappelle que ce qui se passe à l'Est, c'est une entreprise, j'allais dire une mafia économico-financière. Il n'y a pas que le Rwanda, il y a aussi ces acteurs invisibles, ces acteurs de l'ombre, qui sont des sociétés multinationales, qui sont de grands lobbies aux États-Unis et partout ailleurs. Et donc, si le président Tshisekedi, par sa diplomatie, arrive à mettre le doigt là où il faut, c'est un motif de fierté pour nous et d'encouragement. D'accord. Van Mukendi, vous avez suivi les éloges du président Trump sur le président Félix Antoine Tshisekedi. Comment vous critiquez ça? Vraiment, je suis vraiment gâté. Et les Congolais qui me suivent aujourd'hui, ils savent que depuis très longtemps, j'étais en train de féliciter, n'est-ce pas, la diplomatie agissante du président de la République, fils du pays. Vous savez, ces éloges vont d'abord nous permettre, nous Congolais, de retrouver notre joie. Et surtout ceux-là
qui ont voté en 2023 massivement, comme nous autres, les présidents de la République. Les éloges du président américain étaient d'abord, comment je peux dire, c'était d'abord caché. C'était dans une chambre. Aujourd'hui, c'est tout le monde entier a compris que non, les sorties, les voies médiatiques, les voies diplomatiques, disons, du président de la République ont donné un plus aux Congolais. Aujourd'hui, cela prouve que nous tendons à la fin de la guerre qui était occasionnée par le Rwanda. Aujourd'hui, même le Rwanda a peur de la RDC. Pour nous, Congolais, nous devons maintenant nous mobiliser pour réfléchir sur l'avenir de notre pays. C'est une occasion pour nous de prendre conscience. C'est une période de la prise de conscience à tous les Congolais pour que chacun de nous puisse savoir, parce que Trump a un mandat. Et nous devons savoir que nous devons gagner, chercher à maintenir notre paix pendant ces mandats de Trump, que ce qui a été pillé dans notre pays, ce qui a été détruit dans notre pays, qu'on puisse, n'est-ce pas, profiter du temps pour rebâtir cela. Alors, que dites-vous de ceux qui pensent que c'est de la poudre aux yeux? Parce qu'on a assisté à déjà beaucoup de déclarations de Donald Trump, mais sur le terrain, la situation ne change pas. Il y a toujours la guerre qui se poursuit, les troupes rwandaises sont toujours sur le sol congolais et continuent à mener des hostilités, mais entre-temps, on cajole le président, on lui jette des éloges. Les opposants ou ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé pensent que c'est de la poudre aux yeux. Non, les gens qui pensent que c'est la poudre aux yeux, ce sont les gens de mauvais cœur. Mais les vrais Congolais des pères et des mères encouragent et félicitent ces éloges du président américain. Les opposants, ici, quand la mère patrie est attaquée, il n'est pas question d'un opposant. Il faut voir maintenant la mère patrie. Nous devons tous nous mettre ensemble pour penser à rebâtir notre pays, reconstruire le pays aujourd'hui. Vous savez que la RDC a beaucoup souffert depuis très longtemps. C'est une occasion pour nous de nous permettre de nous relancer dans toutes les activités économiques, sociales de notre pays. Nous profitons de ça. Ces éloges-là, on n'a pas fait ça à notre pays, on a fait ça en RDC. C'est la RDC qui gagne aujourd'hui. C'est le Congo de Fachi Beton qui gagne. C'est le Congo de Lumumba qui gagne. Voilà. D'accord. Alors, M. Jaï, vous avez une autre critique ou vous avez un commentaire à faire sur ce qu'on a assisté publiquement devant des milliers de personnes? On a vu que le président de la République a une très belle image devant les présidents les plus puissants du monde. Et moi, je prends un exemple d'un papa et sa famille. Quand un papa s'occupe de ses enfants et que les enfants se retrouvent à l'interne et à l'extérieur, c'est l'avantage de la famille. C'est le papa, les enfants doivent acclamer. Comment on félicite votre papa à l'extérieur, mais vous vous dites non, ah, Vilokoana, c'est pas bon. Nous devons être unis. Et sachez bien qu'une guerre sans diplomatie est vouée à un échec. Une guerre sans diplomatie. Oui, le Rwanda aujourd'hui nous a mené une guerre là. Je ne sais pas, une guerre, je peux dire, intelligente. Mais que la diplomatie a essayé d'émerger, d'entrer et voir quelle est la cible. Et c'est un risque que le président a suivi. Et aujourd'hui, ces risques-là commencent à nous amener maintenant les éléments positifs. Partout, regardez tous les sommets que nous assistons. La RDC passe. Chaque sommet, les sommets qui étaient en Afrique là-bas, les autres pays ont essayé de... Non, c'est la RDC. Nous sommes, même l'équipe ici, notre équipe,
de léopards. Vous avez vu ce qui s'est passé. Bien que nous avons été éliminés. Mais vous avez vu les conséquences avec notre fameux Lumumba. Le CAF, ou la CAF a sollicité que M. Lumumba aille. Lumumba dit non, je suis allé pour la nation. Ça, c'est notre nation. On n'a pas une autre nation. Nous devons nous mettre autour d'une table pour que nous puissions découvrir. Nous sommes devant une colonisation qu'on n'arrive pas à comprendre. Et cette colonisation date de longtemps. Et nous devons fournir un effort. Le fait d'avoir le président Tshisekedi, nous devons nous en féliciter. Qui de ces présidents a levé les tons? Mais est-ce qu'on peut s'attendre à la victoire avec ces éloges du président? La victoire est déjà là. Vouloir ou pas. On a loué, on a apprécié, on a encouragé. Mais sur le terrain, les choses ne bougent pas encore. Monsieur Gustave, les Rwandais est toujours sur les sols congolais. Vous vous rappelez du pouvoir du maréchal Mobutu? Comment il est parti? Lui-même a dit qu'on m'a poignardé. Mais il était toujours là. Mobutu Tika, il ne voulait pas. Il était toujours là. En conséquence, il est parti. C'est la même chose aussi pour le Rwanda. Les choses ont tourné. On a déjà tourné la page. Là, quand on tourne la page, ça ne veut pas dire qu'on efface tout directement. Non. On enlève lentement. Chez nous, il y a un adage qui dit que quand vous voulez prendre cette larve jaune-là, qu'on appelle un possé, s'il est déjà dans l'arbre, dans le palmier, il ne faut pas le tirer. Si vous le tirez, il va se couper, c'est fini, vous ne prenez pas. Qu'est-ce qu'on fait? On fait entrer lentement les doigts jusqu'à atteindre la tête. Quand vous éteignez la tête de cette larve-là, qu'est-ce que vous constatez? Il va sortir d'elle-même. C'est ce qu'on est en train de faire. On a dit au président, la guerre. Non, il faut, non. Mais il y a une autre, la guerre est là. Mais nous luttons de façon intelligente. On attaque, mais tout en gardant un peu le souffle. Et les éloges, qu'est-ce qu'ils vont... Mais c'est normal. Une équipe qui marque. Conséquence, c'est gagner. Nous sommes déjà dans la victoire. Comment nous pouvons, nous-mêmes les Congolais, moi c'est ma nation. Moi c'est ma nation. Moi je ne vois pas les présidents, mais moi je vois ma nation qu'on est en train de défendre pour que je sois libre et dire non à un ennemi. Mais comment l'ennemi vous pénètre dans la maison, vous le laissez, il vous saccage vous le laissez, vous dites non, il faut négocier avec cet ennemi. Non, on ne négocie pas comme ça. On ne négocie pas comme ça. On les met d'abord à l'état de nuire, hors l'état de nuire, et après, on va voir dans quelle mesure nous pouvons nous mettre autour d'une table. Voilà un peu ma position. D'accord, merci monsieur Jaï. Monsieur Christian, est-ce que nous pouvons croire à la sincérité du président américain en louant, en jetant des fleurs sur le président de la République, Félix Tshisekedi? Lors de la campagne américaine, j'avais appelé à nos frères afro-descendants solennellement de voter pour Trump. Et je savais pourquoi j'avais fait cet appel pathétique à nos frères afro-descendants. Ceux qui sont encore dans les réseaux sociaux peuvent le retrouver dans les Facebook, dans les pages de Facebook. J'avais lancé un appel jusqu'aux États-Unis. J'ai mobilisé les Américains, les afro-descendants de voter pour Trump. Parce que je savais quel était le nœud du problème. Le nœud du problème de la RDC est parti des démocrates américains et anglais. Je peux les citer, ce sont des hommes publics. C'est parti de Bill Clinton et de Tony Blair. C'est parti de là. Bill Clinton, pour arriver au pouvoir, il a été soutenu par un groupe financier américain qu'on appelle le groupe M5, le groupe American Mineral Field.
le groupe HEC Quatuor, la banque HEC Quatuor. Je le cite. J'ai eu Linda Tchalker, la baronne Linda Tchalker. Je l'ai eu dans mon bureau quand j'étais conseiller du ministre du Commerce et de l'Industrie au premier gouvernement de Joseph Kabila, Madame Hélène Mateibo, notre ambassadeur aujourd'hui aux États-Unis. Elle était en mission. Le vice-ministre, le défunt Patrice Ezati, voyant tout ce qui s'est passé à Ituri chez lui, à partir de ces grandes multinationales qui tiennent même le PLZ, le PLC, qu'on a appelé, c'est le groupe Unilever. Il n'a pas voulu assister à cette audience-là de la baronne Linda Tchalker avec l'ambassadeur de la Grande-Bretagne qui était venu en visite dans notre cabinet et il m'avait envoyé les recevoir. Je les avais reçus et j'ai discuté avec eux. J'ai compris que la déstabilisation de l'Est venait des démocrates du monde occidental. Et que la première fois quand Trump est arrivé au pouvoir, moi j'étais à l'Assemblée nationale comme chef du cabinet, nous tous nous étions en train de blaguer avec nos collègues, avec nos présidents, et tout ça là. Et moi je m'étais mis en tenue des Américains. Il y a eu même un de mes collègues qui a failli me tenir au collet. Comment je peux me mettre en Américain parce que Trump a gagné. Je lui ai dit, ce Trump-là, c'est lui qui sera la solution de la RDC. Deuxième mandat de Trump, cette fois-ci, nous sommes en train de trouver petit à petit les issues pour sortir de ce guêpier que nous avons été enfoncés par les démocrates internationaux. Trump, en arrivant, a dit, je vais démanteler le système de Biden. Il a tenu bon. Et Tshisekedi a choisi le bon côté, parce que lors de la campagne, moi j'ai des relations autour du grand chef de la haute hiérarchie. Il y avait des délégations qui étaient parties quand même aux États-Unis pour suivre, que le président avait envoyé. Parmi lesquels, il y avait 2 amis. Et quand ils sont revenus, moi j'ai posé la question, mais vous êtes partis aux États-Unis, de quel côté étiez-vous partis? Quand ils m'ont dit qu'ils étaient partis pour Trump, j'ai dit vous étiez dans le bon. Et voilà, Trump a tenu Félix par la main. Il a défié les Français. Souvenez-vous, le président de la France, comment il s'appelle? Celui qui est venu boire ici à Bandal. Macron. Macron. Macron a déclaré ouvertement face au public congolais que vous ne savez même pas protéger vos frontières. Il l'a dit. Il ne faudrait pas vous plaindre, vous ne savez pas protéger vos frontières et tout ça là. Aujourd'hui, après Davos, Macron invite Tshisekedi à Paris. Ils invitent Tshisekedi, ils changent de camp. Moi j'ai étudié en France, hein. J'ai étudié en Belgique et j'ai étudié en France. Donc, je n'ai pas de complexe vis-à-vis de ces gens-là. Nous sommes au niveau des éloges. Non, je suis en train de parler pour atterrir. Il faut toujours avoir une historique. Les éloges, c'est bien. Ça peut être des éloges de faciès, comme vous l'avez dit. Des éloges factices. Mais moi, je dis que ce sont des vrais éloges. Ah. Donc, quand Trump embrasse Fachi et qu'il fait des éloges, il sait qu'il y a des avancées. Et nous allons avoir les grands changements dans ce pays ici. Nous aurons des grands changements, nous allons les vivre, pour ceux qui seront encore vivants, d'ici peu. Vous avez parlé de Pakadjouma. Ce Pakadjouma-là va disparaître, on va faire un grand hub là. Un grand hub d'affaires. Là, à partir de Cabinda, nous prendrons Willery jusqu'au fleuve. Le marché de, comment on appelle ça, Zigida, oui. On va l'enlever de là, on va le moderniser. Ce sera comme la défense, là. Donc l'aéroport de Ndolo, avec les camps Ndolo, tout ça, ça constituera un coin, un hub économique comme la défense.
où tous les miniers auront leur building là-bas, auront leur représentation là-bas. Nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui que les miniers viennent prendre de la richesse chez nous et qui n'aient même pas de pieds à terre ici chez nous, des pignons sur rue ici. Alors, Donald Trump, lorsqu'il participait à une réunion du G20, en répondant à une question d'une journaliste, il a dit la guerre entre le Rwanda et la RDC est finie, j'ai terminé la guerre. Mais la guerre n'est pas finie. Mais vous savez, il y a toujours de petits coins où on ne maîtrise pas. Vous savez que quand vous regardez bon, je ne veux pas rentrer dans les stratégies militaires, mais je vous le dis que la guerre est terminée. Mais maintenant, il y a des escarmouches par-ci, par-là. Non, ce n'est pas le fanatisme. C'est un expert qui vous... La guerre est terminée, le temps d'aplanir. Non, mais mon cher ami, ce n'est pas comme avec un coup de sifflet de la récréation, où on dit que fini, la guerre est terminée, les enfants rentrent dans la classe. Non. Ça ne se passe pas comme ça, quand même. Il y a quand même des résistances par-ci, par-là. Qu'est-ce que votre optimisme? Moi, ce qui signifie mon optimisme, c'est que d'abord, Kagame a compris avec ses mentors. Ils ont compris que le temps n'est plus de leur côté. Et que, aujourd'hui, je vous le dis très sincèrement, parce que vous êtes sceptique, vous ne voulez pas. Je ne peux que vous administrer la pilule que vous pouvez avaler. Moi, je dis ceci, je ne peux que vous... et dire aux troupes rwandaises de quitter les sols congolais. Mais mon cher ami, je viens de dire que ce n'est pas dans une cour de récréation où le professeur ou le maître siffle et tous les enfants se rangent. Mais c'est petit à petit, vous allez voir les changements qui vont s'opérer dans notre pays ici. Il y aura plus... Mais pourquoi les gens sont au portillon du dialogue? Tous les opposants sont aux États-Unis à l'heure actuelle. Tous les opposants là, qui claironnaient là, sont au portillon des États-Unis pour chercher à entrer au dialogue. Je peux vous livrer certaines indiscrétions. Je sais, dans le camp de notre frère Moïse Katumbi, il y a des gens qui téléphonent ici à nos petits jeunes gens, des communicateurs, pour dire faites des bruits pour le dialogue, nous devons entrer dans le dialogue. Mais au départ, ils disaient qu'ils venaient de fenestrer Tshisekedi, non? Ils avaient dit qu'ils allaient, on allait passer par la dernière fois, vous m'avez dit, il y aurait l'escalade. Vous me l'avez dit, que s'il n'y a pas de dialogue, il y aurait l'escalade. Mais maintenant, ils sont au portillon des États-Unis, dans les administrations des États-Unis, pour chercher à tout prix pour qu'il y ait dialogue. Pourquoi? La peur a changé de camp. Et donc, nous félicitons. Nous félicitons. La guerre est finie. Moi, j'espère et je prends acte. Je prends acte que la guerre est finie. Le président Tshisekedi a gagné. D'accord. Il est victorieux dans sa diplomatie agissante. Merci, monsieur Christian. Alors, je reviens à vous, Van Mukendi. Le dialogue national inclusif, donc nous abordons le deuxième sujet. J'ai lu dans la presse, média Congo.net, qui parlait à petit trait que les congrès américains soutiennent le plan du dialogue tel que présenté par la CENCO et l'ECC. Et puis, entre les éloges qu'on vient de suivre et puis le congrès américain qui, par le truchement d'un sénateur qui loue, qui admire les plans de la 5OSC, pensez-vous que ça sera, si on l'admet, si ça peut se concrétiser, le plan de la 5OSC peut amener les gens à dialoguer comme il se doit et trouver des solutions à la crise congolaise? Oui, merci. Mais déjà, à mon humble avis, le plan CENCO-ECC ne va pas passer. À mon humble avis. Pourquoi? Quand on a commencé à lutter contre le Rwanda, les Congolais n'ont pas senti
les religieux hein, prendre cette affaire en main en tant que Congolais. Qu'est-ce qu'on cherchait, nous les Congolais? On avait besoin au départ de voir la Senko d'abord commencer par condamner le Rwanda. Mais au départ, la Senko, les CC n'ont pas pu, n'est-ce pas, dénoncer les actes, les idées nocives de M. Kagame. Ça, c'est déjà un problème. Est-ce que la population va accepter de voir les religieux au sein, organiser les dialogues? Moi, je ne crois pas. Vous savez, je vais rappeler ceux qui me suivent. Vous ne croyez pas, mais ils sont neutres. Ils sont neutres, non, ici, c'est pas question d'être neutre. D'abord, la population voulait voir d'abord, est-ce qu'au départ, ils ont pu condamner les actes, ils ont pu condamner le Rwanda. Est-ce que vous avez suivi Monseigneur Cholet qui... Je l'ai suivi. Ah, mais il est dit qu'on a condamné à plusieurs reprises. Non, où? Qu'on nous montre, qu'on nous prouve là où ils ont condamné le Rwanda. Ça, j'arrive. Vous savez que ici, il faut aller au dialogue. Comme certaines personnes chantent dialogue, oui, on n'a pas refusé le dialogue. Là où il y a des gens, des individus, il y a toujours moyen de se réunir, parler à l'intérêt de la nation. Mais ici, il faut savoir quelque chose d'important. On va dialoguer avec qui? Non, premièrement, les gens qui ont tué nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos papas à l'Est. Ceux qui ont touché des armes. Ceux qui ont fait pleurer la nation. Non. Dans un premier temps, s'il faut aller au dialogue, les gens, tous ceux qui ont tué, ils doivent d'abord passer par la justice. Oui, on accepte le dialogue avec eux, mais la première étape, qu'ils acceptent d'abord d'être jugés. Même à l'église, tu ne peux pas venir comme ça, non? Moi, je vais me repentir aujourd'hui. Non. C'est-à-dire, il faut passer par la confession. Non, j'avais mal fait. C'est pas quelqu'un qui se réveille matin, midi, non. Moi aussi, je vais aller de l'autre camp pour qu'on m'appelle au dialogue. Ça ne peut pas passer. Les dialogues, d'abord, a quel intérêt pour nous? Vous savez que les dialogues vont d'abord permettre ou résoudre les conflits. C'est-à-dire trouver des solutions aux désaccords, prendre des décisions, n'est-ce pas, arriver à des choix collectifs et ces choix qui sont légitimes, renforcer la démocratie, n'est-ce pas? C'est ça l'importance d'un dialogue, définir l'intérêt général de servir les biens communs de la population. Donc vous êtes déjà d'accord avec la tenue du dialogue? La tenue du dialogue, oui, mais avec qui? Quels sont les composants de ces dialogues? Avec les partis en conflit? Non, je pense que avant qu'on aille d'abord à ces points-là, il faut que chacun soit jugé. Tu as tué, tu dois passer par la justice. C'est un préalable que toi tu poses. Oui, les préalables. Mais vous savez, c'est pas facile hein, de voir quelqu'un comme Nanga venir assister au dialogue. Il dit non, mais non, là même la police sera à côté. La population va s'en charger de Nanga. A justement dit ça, qu'il y aura dialogue, mais pas avec ceux qui ont touché au sang, ceux qui ont jamais. Ceux qui ont touché à l'arme. Jamais. Mais dernièrement, je crois le 9, on a opté pour que Lorenzo puisse commencer les consultations avec les partis en conflit, y compris ceux qui ont touché au sang. Et vous dites non, vous voulez contredire ce qui est dit? Mais monsieur Gustave, vous savez que j'ai parlé d'abord de ces préalables, n'est-ce pas, du dialogue. En premier lieu, tous ceux qui ont tué les paisibles citoyens, qui ont touché des armes, n'est-ce pas, pour mettre mal à l'aise ces pays, ils doivent d'abord accepter d'être jugés. Non, j'avais tué, effectivement, on te juge. Quand tu es jugé, la justice fait son travail, c'est par là, maintenant nous passons à la deuxième étape pour assister au dialogue. Ce n'est pas, vous savez que cette histoire doit prendre fin aujourd'hui. J'ai dit, cette histoire-là, c'est-à-dire quelqu'un se lève le matin,
je vais aller à la rébellion, quand on va appeler le dialogue, je vais aller. Ça va finir. Il faut d'abord mettre ces préalables, la première condition, pour que tu assistes, n'est-ce pas, au dialogue, il faut d'abord accepter d'être les préalables jugé. contenus dans l'exposé de motifs de la Constitution. Mais vous savez que nous sommes dans l'obligation. Malgré ces dispositifs, ils sont allés. Et la crise est là, il faut les associer au dialogue. Monsieur Christophe, c'est lui qui aime son pays. Même si tu as un problème, tu ne peux pas aller tuer tes frères. Là, il ne faut pas soutenir cette thèse. Que quelqu'un s'élève, non, moi je vais aller toucher les armes pour qu'on m'appelle au dialogue. Jamais. Là, je vous dis, les Congolais ne seront pas d'accord de voir les gens qui ont fait pleurer les gens à l'est du pays, les gens comme des Nanga, venir assister au dialogue. Là, ça ne va pas passer. Les dialogues, oui, déjà, je pense que la guerre a pris fin. Vous avez vu avec les éloges, on a parlé des éloges tout de suite, le président de la République, avec sa diplomatie agissante, a déjà lutté pour mettre fin à la guerre de l'Est. J'ai aimé mon co-débatteur qui a dit que ce n'est pas les coups de sifflet de la récréation. Mais laissez-moi vous dire la vérité, monsieur Christophe. Même à l'école, hein, même à l'école, quand on siffle la fin de la récréation, il y a 2, 3, 4, 5 élèves qui traînent encore à la cour. Il y a des... Oui, c'est déjà la fin. C'est déjà la fin de la guerre. Oui, ils seront punis. Ils seront punis. Tous ceux qui traînent là, ils seront punis. Le directeur de discipline est là. Il a déjà sifflé. Il y a 3, 4, 5 élèves qui traînent. Ils seront punis. Donc, vous voulez dire que parce qu'il y a des éloges, il n'y a pas question de dialogue? Non, pour l'instant, il n'y a pas question de dialogue. Pour l'instant, moi, je ne soutiens pas les schémas du dialogue. S'il faut aller au dialogue... Vous êtes en train de vous contredire. Non, je ne me contredis pas, cher frère. Vous avez donné l'importance du dialogue. J'ai donné l'importance... Vous dites non. Non, j'ai dit ceci. Non, j'ai dit ceci. On est d'accord au dialogue. Parce que j'ai donné la quintessence de faire le dialogue avec les Congolais. Mais j'ai insisté ici qu'on ne peut pas aller au dialogue avec ceux qui ont tué, ceux qui ont fait pleurer les Congolais à l'est du pays. C'est d'abord ça le préalable. Pourquoi j'ai soutenu l'idée des éloges? J'ai dit parce que déjà la guerre est à la fin. Il n'est pas seulement question, parce que ces gens-là vont profiter pour dire non, non, comme c'est déjà les dialogues, nous pouvons maintenant trouver notre part. Non, pas question. C'est ainsi que j'ai insisté que avant qu'on aille au dialogue, la toute première condition, c'est que tous ceux qui ont tué, tous ceux qui ont trahi les Congos, ils doivent d'abord passer par la justice. Merci Van Mukendi. Alors, Jaï Ntalo, comment vous voyez la position du sénateur américain qui soutient le plan du dialogue tel qu'est présenté par la CENCO-ECC? Monsieur Gustave, je pense c'est tout le monde qui dit que nous sommes d'accord. Même le président lui-même a dit que nous sommes d'accord avec le dialogue. Mais avec qui? Et quand les prélèves catholiques sont partis, le président les avait dit ouvertement que si nous devons avoir le dialogue, pas avec tel. Il l'a dit. Mais j'ai une préoccupation dans ce dialogue-là. Nous devons avoir le dialogue, oui. Ok? Quand? Où? Avec qui et comment? Et quand je dis Mais là, le président l'a dit dans le discours devant les diplomates. Monsieur Gustave, excusez-moi un peu. Quand, où, avec qui et comment? J'ai 4 animateurs. Le premier animateur, c'est le président lui-même. Quand il a pointé au prélève catholique, il a dit ouvertement, j'accepte le dialogue, mais pas tel. Et nous avons encore le docteur Mukwege. Moi, je ne l'ai pas suivi, mais c'est tout le monde qui suit. Même quand je suis les émissions, on a dit que Mukwege a dit que oui, dialogue, mais attendons que la guerre termine. C'est après la guerre. Mukwege a dit ça. Moi, je n'ai pas suivi. Mais j'ai suivi parce que tout le monde qui disait que non, Mukwege a souligné que oui, la guerre, mais après ces hostilités. Après. Pas question de dialogue maintenant. Il faut d'abord terminer la guerre. Oui.
Et après, Nanga, lui-même, Nanga a déclaré, ça j'ai suivi, la guerre est finie. Nanga qui dit que la guerre... Mais nous, les Congolais, nous sommes ici à Kinshasa, même dans les plateaux, nous ne voulons pas croire que la guerre est finie. Nous insistons que la guerre est finie. Trump a dit la guerre est finie. Le président dit mais les Congolais disent toujours que non, hostilité. Oui, mais Nanga qui dit, Nanga lui-même Nanga dit, qui disait que non, avant, nous devons aller jusqu'à Kinshasa. Mais nous étions surpris de voir Nanga qui dit la guerre est finie. Ah non, les gens maintenant commencent à dire non, Nanga, la guerre n'est pas finie, il faut continuer. Il faut continuer pour que vous puissiez vivre. Donc, voilà un peu. Et puis, M. Mukendi, vous-même, M. Gustave, la Constitution nous dit quoi? Tous ceux qui prennent le pouvoir avec les armes, ou bien qui ont touché aux armes, ils sont d'office exclus. Mais comment la Constitution que vous soutenez, que cette Constitution qui nous rend malades, mes chers amis, cette Constitution nous rend malades. Mais dans cette constitution, tout n'est pas mauvais. Parce que nous l'utilisons. Mais cette constitution nous dit que tout citoyen qui va vers les armes, il est d'office écarté. Mais vous partez encore, oh non. Mais vous êtes dans la course. Dans le dialogue, vous n'êtes pas là. La constitution, déjà, quand on lit seulement cette constitution, vous dit que vous avez touché aux armes, oui ou non? Oui. D'office, vous êtes écarté. Même nous qui sommes dans dans les résultats des étudiants, quand vous avez triché, quelle est la cote? C'est 0. Comment vous avez la cote 0? Vous avez triché, oui ou non? Oui. Au banc, sur le banc de l'école, il y a une étudiant qui avale des papiers. Il y a l'aval même des signes. Et tout ça, on laisse. Non. Les catholiques, moi, j'ai commencé ma vie chrétienne avec l'église catholique. Je pense, si j'ai bonne mémoire, je peux fouiller, j'ai encore la carte de mon baptême. Mais il y a certaines choses qui se passent là-bas, c'est ça qui a fait que moi je quitte l'église catholique. Alors, c'est pas bon quand vous trouvez qu'il y a la constitution, que vous dites que non, il ne faut pas toucher à la constitution. Mais cette constitution vous interdit de dire que il ne faut pas toucher aux armes. Mais vous partez encore supplier pour ces gens-là. Non! Mes chers amis, ou bien vous voulez jouer de qui? Ou bien vous n'êtes pas des Congolais. On a une seule nation. L'unique nation, c'est la RDC. On a seulement une seule nation, c'est la RDC. Celui qui ne lutte pas pour la liberté de la RDC, il n'est pas Congolais. Ça, je vous l'ai dit. Qu'est-ce que vous avez contre les plans 5 et CC? Moi, je ne suis pas d'accord avec les plans. Parce que si... Qu'est-ce que vous critiquez donc? Moi, dans ces plans, ils ont commencé très mal. Vous savez, les catholiques, depuis longtemps, en tout cas, ils soutiennent toujours les gouvernements dans les démarches et tout ça. Quand on a tué la première vague là, quand les chrétiens ont marché, moi, je faisais partie de ces lots. Mais moi, j'étais de l'autre côté, vers Le Pen. Vous comprenez? C'était à Le Pen, quand on a tué déjà quelque part, on nous a dit, vous rentrez, et nous sommes rentrés. Mais moi, ma famille ne savait pas que j'étais dans ces lots-là. Pour lutter. Là, en tout cas, c'était au vu au sud. Vous avez contre les plans... Je montre maintenant comment les catholiques ont... Donc là, je suis d'accord. Mais ce qui se passe maintenant avec c'est un problème des intérêts. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'eux présentent maintenant. Oui. Parce que aujourd'hui, c'est un... Vous ne voulez pas qu'ils soient je vous donne... Parce qu'eux souhaitent être médiateurs. Vous savez les fables de La Fontaine. C'était un récit allégorique dont les personnages sont les animaux, n'est-ce pas? Mais il dit quoi? Ce sont des leçons. Ce sont des leçons africaines. Quand le corbeau dit devant, les renards devant le corbeau était sur l'arbre avec sa proie. Il mangeait là. Les renards ne savaient pas comment je dois prendre cette proie. Il commence à faire les éloges. Oh le corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez bon.
Maintenant, le corbeau, avec cette joie-là, il a ouvert son bec jusqu'à faire tomber la foi et les renards est parti. C'est ce problème-là qui est chez les catholiques. Ils ont perdu une proie. Et ce sont ils ont perdu une proie. Ils sont des corbeaux. Non, ce sont des renards. Des renards. Aujourd'hui, ce sont des renards parce qu'ils ont... Les corbeaux, c'est qui? Les corbeaux. Mais c'est à vous après. Je vous le dis. C'est l'histoire. Bon, merci. Alors, c'est la proie qu'ils ont perdue. Héritier Okofo, vous avez suivi Van, vous avez suivi Djaï. Ils sont d'accord avec l'organisation du dialogue, mais pas avec les criminels, ceux qui ont tué. Et vous, vous êtes les porte-parole du front anti-dialogue. Donc vous ne voulez même pas qu'on parle du dialogue, mais le président de la République a dit qu'il y aura dialogue. Quelle est votre position? Merci beaucoup. Nous sommes le front anti-dialogue. Et je voudrais vraiment qu'on m'écoute très bien. Nous sommes le front anti-dialogue. Alors, le président de la République, vous parlez de lui, il a évoqué le dialogue au conditionnel. Il dit si il y aura dialogue. Donc il faut prendre ce discours-là au conditionnel, parce qu'il lui-même l'a dit. Maintenant, pourquoi nous sommes contre le schéma du duo Senko-ECC? Parce que c'est un schéma qui fait l'apologie de la rébellion, qui fait l'apologie de l'agression rwandaise. Comment ce schéma fait l'apologie de la rébellion? Mais dans leur feuille de route, il est prévu une composante opposition armée, ce qui est un concept anticonstitutionnel. La Constitution, M. Gustave, n'a prévu que le mécanisme démocratique pour la conquête du pouvoir. D'où vient l'opposition armée? C'est un concept anticonstitutionnel. Deux, mais ce projet, ce schéma du duo Senko-ECC est un schéma chimérique qui ne va pas se réaliser. Dans ce plan, dans ce schéma, ils disent il faut organiser des prières des jeunes. Et vous êtes un journaliste de renom. De mémoire de journaliste, connaissez-vous un pays au monde qui a eu la paix par les prières et les jeûnes? Même Israël qui est le pays de Jésus. Mais chaque fois qu'il est provoqué, il se bat, il se défend. D'où vient que vous voulez faire comprendre... En fait, l'illusion c'est quoi? C'est de croire qu'on peut faire entendre raison à Paul Kagame en évoquant le principe de morale et de philosophie. Non. Les relations internationales, les amont en cours. C'est ça les relations internationales. Les amont en cours, les amont à béton. Et nous disons au front anti-dialogue que ceux qui réclament, ceux qui exigent le dialogue à corps et à cri, ils n'ont pas compris les enjeux à la fois géopolitiques, géostratégiques, géophysiques et même géoéconomiques de cette guerre. Comment voulez-vous qu'une guerre qui a fait maintenant 30 ans puisse prendre fin par une solution aussi conjoncturelle et même cosmétique qu'on appelle dialogue? Donc vous n'êtes pas d'accord avec la diplomatie ajustante qui produit des fruits? Vous avez vu qu'on a... Non. Les troupes rwandaises ont quitté... Non. Je vais en arriver... Sans que... Je vais en arriver aux solutions. J'étais en train de dénoncer ce que je veux dire, l'illusion de ceux qui invoquent le dialogue comme solution pour une affaire qui date de 30 ans. Ça veut dire, ils n'ont pas compris les enjeux géopolitiques, ils n'ont pas compris les enjeux géostratégiques, géoéconomiques et même géophysiques. Et même quand Paul Kagame reconnaît publiquement qu'il veut les terres du Congo, ceux qui réclament le dialogue ferment, ils bouchent les oreilles, ils ne veulent pas écouter. Voyez-vous, le dialogue vient dédouaner l'agresseur. Parce qu'aujourd'hui, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. L'agresseur est connu, il s'appelle Paul Kagame. Tous les rapports des Nations Unies le disent. Mais voici que des Congolais se réunissent pour dire non, nous voulons le dialogue pour mettre fin à la guerre. Mais de quelle manière? Qu'on nous explique de quelle manière. On parle de la guerre, on parle de la gouvernance à l'interne. C'est ainsi que les opposants, presque la totalité, réclament la tenue du dialogue. Monsieur Face Gustave, à ces réclamations des opposants, Monsieur Gustave, on doit faire fi. Monsieur Gustave, si l'opposition estime qu'il y a mauvaise gouvernance, mais c'est une bonne chose pour l'opposition, elle a de thèmes de campagne électorale pour dire au peuple congolais, voici ces gens que vous avez élus, ils n'ont pas été à la hauteur, donnez-nous la chance, nous nous présentons comme une alternative. C'est aussi simple que ça. Alors, le dialogue comme solution, c'est du cosmétique, c'est du déjà entendu. Monsieur Gustave, ceux qui exigent le dialogue à corps et à cri, je leur pose une question, qui nous disent où se trouve Nkunda Batouare.
où se trouve Jules Mutebussi, où se trouve Bosco Ntaganda. Bosco Ntaganda qui a servi l'armée, les FARDC, pendant des années, général 4 étoiles, vivant aux frères de la princesse. Quand on a mis la main sur lui, on l'amène à la CPI, on lui pose la question, tu es de quelle nationalité? Il dit, je suis rwandais. Et ça n'a ému personne, s'il vous plaît. Ou alors, nous voulons ceci et nous voulons cela, ou nous voulons d'une chose et de son contraire en même temps. Le dialogue n'est rien, et je ne cesse jamais de le dire. Le M23, en tant que tel, n'a pas d'autonomie. Le M23 n'a pas de contenu, le M23 n'a pas de substance. Le M23, c'est le cheval de Troie du Rwanda. C'est ce qu'il faut comprendre. Le Rwanda a mis en place ce qu'on appelle M23 pour infiltrer le Congo. Et ce n'est pas nouveau. Rappelez-vous, RCD, CNDP, M23 première version, M23 ressuscité et bis repetita. C'est l'histoire qui se répète. Bis repetita. C'est la même musique. C'est la même chanson. Donc, des Congolais se permettent... C'est la même chanson. C'est la même chanson, c'est la même musique. Qui terminait par le dialogue. Et voilà, vous savez, je vais en arriver. Vous avez le Sun City, et puis lorsqu'il y a eu crise, vous avez Saint-Sylvestre. Ok, très bien. Vous faites bien d'évoquer Sun City. Mais cette constitution, nous l'avons obtenue de Sun City, non? On a dit que les belligérants avaient fait ce qu'ils ont appelé la paix des braves. C'est ça, non? Et nous avons cette constitution, on a vanté le pacte républicain. Maintenant, la question que nous on pose, où est la paix? S'il est vrai que tout avait été réglé à Sun City, maintenant, où est la paix? Pourquoi on y revient? Pourquoi tous à corrompre? Pourquoi ce cercle vicieux? C'est aussi simple que ça. Et l'esprit de Sun City, si vous ne le savez pas, l'esprit de Sun City, c'est que le Congo est une propriété privée des politiciens. C'est ça l'esprit de Sun City. Ça veut dire que même s'il y a la constitution, même s'il y a des institutions, il faut toujours réconciliable entre politiciens. C'est ça que ça veut dire. C'est aussi simple que ça. Et vous proposez quoi pour donner la solution nous avons dit, à cette crise? Nous avons dit ceci. Il y a deux solutions, à la fois à l'interne et à l'externe. À l'externe, c'est ce ballet diplomatique mené par le président de la République. Il faut aller vers ces lobbying qui soutiennent le Rwanda. Il faut aller vers ces sociétés multinationales qui s'agglutinent derrière le Rwanda, qui gravitent autour du Rwanda pour couper le cordon ombilical vis-à-vis du Rwanda. Et c'est ce que le président de la République a compris, c'est qu'il est en train de faire. D'où les éloges de Trump. On en a parlé tout à l'heure. Mais à l'interne, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais quand la patrie est menacée, l'article 63 oblige tous les Congolais à la défendre. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Il faut défendre la République face à la menace extérieure, face à l'agression rwandaise. C'est ça que nous pas la défendre par le dialogue. Hein? S'il vous plaît. Il n'y a aucun dialogue. Le dialogue vient dédouaner le Rwanda, ça je le dis. Comment vous n'êtes pas responsable d'une situation? Comment viendrez-vous mettre fin à cette situation? Et l'agresseur lui-même passe aux aveux. Il a reconnu Urbi et Orbi. Que c'est moi. Le problème, ce n'est pas M. Tshisekedi. Paul Kagame l'a dit. Mais les opposants ne veulent pas écouter. Le dialogue, pour eux, c'est un raccourci. Primo, pour avoir le pouvoir, c'est faire nommer. Secondo, c'est une prime à la guerre. Des gens deviendront des majors, des généraux, à l'issue de ce qu'on appelle dialogue. Donc pour nous, c'est rien du tout. La résolution 2773 qui dit quoi? Recommande, il y a une clause qui recommande le dialogue. C'est une distraction. Il y a les différents du monde là, les grands qui pensent que les Congolais doivent se réunir. D'ailleurs, la dernière réunion à Luanda, ils ont conclu qu'il faut qu'il y ait dialogue et déjà les consultations. Et le président a dit qu'il y aura dialogue. Vous continuez à dire non, pas question, il faut se battre. Je ne sais pas de quelle manière. Monsieur Gustave, vous ne voyez pas que vous n'êtes pas sur le rail. Monsieur Gustave, vous savez, la démocratie, c'est la dialectique. C'est la thèse, la synthèse, la thèse, l'antithèse et la synthèse. Et cela nourrit la vitalité de notre démocratie. Mais j'ai l'impression, ou nous au Front Anti-Dialogue, nous avons l'impression que le duo Senko et CC se comporte comme une structure supranationale, au-dessus des institutions. La Senko et les CC n'ont pas été élus par les Congolais pour parler au nom du peuple congolais. C'est le président Tshisekedi. Mais pourquoi la Senko et certains opposants viennent apostropher le mandat qui a été conféré à des élus? Respectons quand même l'article 5 qui confère la souveraineté au peuple congolais. Les Congolais ont élu un certain nombre de personnalités
une catégorie de personnes pour les diriger pendant 5 ans. La légitimité court dans le délai de 5 ans. Mais d'où vient qu'en plein exercice de leur pouvoir obtenu par la voie des urnes, des individus sortent pour apostropher ces mandats? Non. Que la SEMCO et le CC ne nous ramènent pas au querelle des investitures ou à la société féodale. On n'a pas besoin de ça. Donc, pas question de dialogue, il faut se battre. Le dialogue est une solution cosmétique et conjoncturelle qui ne mettra pas fin à un conflit datant de 30 ans. Il faut lire l'ouvrage de Charles Onana pour comprendre les enjeux liés à cette guerre. C'est au-delà du cosmétique, c'est au-delà de l'apparent. C'est aussi simple que ça. Vous êtes d'accord avec Mukwege? Mais Mukwege nous a rejoint parce que nous, vous vous rappelez, vous m'avez déjà reçu plusieurs fois sur ces plateaux. Je l'avais dit, in tempore non suspecto, que nous, on n'était pas preneurs du dialogue, simplement parce que le dialogue est cosmétique en tant que solution, c'est conjoncturel. La situation que nous avons exige un peu plus de sérieux. Ça exige le génie des Congolais pour y mettre fin. Je termine par là, monsieur Gustave. Vous savez que l'Holocauste juif avec Adolf Hitler, c'était, je crois, 6 millions de morts. Hein. Et même le génocide rwandais, c'est 800 000 morts. Alors, vous pensez que tous ces morts, tous ces Congolais qui sont décédés, la tragédie du Congo, c'est rien, ce sont des citoyens de seconde zone qui sont morts et on ne peut pas s'occuper d'eux. Non, nous sommes des êtres humains comme tous les autres et nous méritons la même attention. C'est pourquoi nous avons dit, dès le début, et à l'introduction de cette émission, nous ne voulons plus de morts. Les Congolais sont morts. Nous sommes sur le sol de nos ancêtres. Nous devons en jouir. C'est tout. Que les opposants préparent les élections, qu'ils arrêtent d'apostropher le mandat du peuple. C'est tout. D'accord. Merci. Monsieur Christian, on termine avec vous. Vous avez suivi les autres et surtout, héritier qui est en anti-dialogue, mais vous, comme vous défendez l'union sacrée, vous défendez l'UDPS, le président Tshisekedi aussi. Le président dit qu'il y a dialogue, mais lui dit pas question, on doit se battre. Vous êtes de quel côté? Mon frère Gustave, je vais vous surprendre. Je vais entamer une démarche de réflexion par analogie et par absurde. Je commence par les analogies. En 2011, Kabila a transgressé cette constitution en faisant une révision sur taille où il pouvait révoquer le gouverneur des provinces qui revoque peut nommer aussi par le principe des actes contraires. Il a créé un hybridisme entre... Hybridisme, ça signifie? Voilà, en génétique, il y a des facteurs, des gènes, qui viennent des allèles, comme il vient de dire, des allèles qui sont des fois récessifs ou qui sont dominants. Caractère récessif. Des caractères récessifs ou caractères dominants. Et ici, c'est des gènes, donc en biologie, ou des facteurs qu'il a créés entre les deux façons de nommer les gouverneurs. La Constitution, le Constitution a dit, les gouverneurs sont élus par les députés provinciaux. Et les députés provinciaux sont élus en suffrage direct, c'est-à-dire la souveraineté du peuple. Première phase, F1. F1 d'hybridisme. De Mandel. De l'allèle. Et lui vient, il dit, moi aussi je peux nommer les gouverneurs. Et je peux aussi les révoquer. F2. Vous comprenez? Et ça crée ce qu'on appelle le monstre. Parce qu'il n'y a rien qui va descendre au-dessus de l'autre. Il a transgressé la loi, la Constitution. Il a extirpé le pouvoir du souverain primaire qui est le peuple. Là, vous parlez de Kabila. Kabila, 2011, pendant qu'il est en train de transgresser la loi. Donc, la Constitution. Quel est le rapport avec ça? Je suis en train d'arriver, j'ai dit je vais faire une analyse par analogie et par absurde.
Laissez-moi avancer. Allez-y, parce que Alors, non, parce que vous avez accordé aux autres le temps. Donnez-moi 5 minutes, je vous resterai le temps qui restera. D'accord. En entrecoupant, vous voulez couper nos raisonnements, mais vous n'en arriverez pas parce que je suis un habitué. Donc, alors, en 2011, il a créé ce divinisme, il a transgressé la Constitution. Premièrement. En 2016, il a encore transgressé la Constitution, qui dit que le mandat du chef de l'État est de 5 ans, une fois renouvelable. De son propre chef, il est passé de 5 ans à 7 ans. Nous avons, au lieu d'avoir les élections en 2016, nous l'avons eu en 2018. En 2018, son administration organise les élections. Et on proclame provisoirement par Nanga Tshisekedi président. Il y a eu contestation de pasteur Théodore Ngoï et Fayoulou. Ils sont partis au procès en Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a validé et a pris un arrêt inattaquable. Vous comprenez ça? Président de la République, Tshisekedi. Quelque temps plus tard, ceux qui organisaient les élections à leur temps, pour Tshisekedi, disent que Tshisekedi n'est pas légitime. Il n'a pas été élu, il est là de fait. Nous rentrons dans un contexte qu'on appelle de transition politique légale. Pourquoi légale? Parce que la Constitution a validé le mandat de Tshisekedi, mais ceux qui organisaient ont créé le doute dans les chefs des populations et de l'opinion tant nationale qu'internationale que Tshisekedi n'a jamais été élu président. D'où ils ont pris les armes pour venir défenestrer Félix Tshisekedi. Nous rentrons dans une transition. Alors, voilà maintenant le préalable. Donc nous sommes transition. Si je vous comprends. Voilà le préalable. Nous avons commencé cette transition depuis 2011. Lorsqu'il a transgressé pour la première fois, il a pris le pouvoir du peuple pour pouvoir s'octroyer le pouvoir de nommer les gouverneurs. Et nous nous sommes tués, nous n'avons pas compris. Et la loi dit que lorsqu'il y a une telle violation, on retombe dans la transition. Mais je vous dis, quand on n'a pas respecté la Constitution, qui est la loi mère. Non. Mais oui, mais il n'y a plus de... Attendez, je suis en train de vous... Je vous parle de fait. Hein? Je vous parle de fait. Vous voulez que je vous dise quoi? Cette Constitution ici... Attendez, oh là là. Je vous dis, oui, je suis en train... Laissez-moi définir ce que j'attends par transition légale. Je suis en train de vous parler d'une transition politique légale. Parce que le président de la République a été le président, il a été validé à la Cour constitutionnelle qui est inattaquable. Mais eux, ils revendiquent avec leurs armes qu'ils ont pris, ils revendiquent que nous allions au dialogue. Dans quelle constitution il a été prévu? Vous voyez qu'on a sabordé. Attendez d'abord. Non. Les élections actuelles ont été organisées par le pouvoir de Félix. Mais je vous dis que on n'attaque pas les élections actuelles, on attaque la genèse. On dit que Tshisekedi n'a jamais été président élu. Donc, le 2023, on ne s'occupe pas. Nous sommes dans un processus de transition parce qu'ils ne sont pas d'accord avec même les élections de 2018. Qui a donné pouvoir pendant que Tshisekedi n'avait pas organisé les élections. Ils ont dit que Tshisekedi n'était pas élu. C'est comme ça que nous rentrons dans ce dialogue. Il ne faut pas escamoter les choses. Nous sommes en train d'entrer dans le dialogue parce qu'il y a contestation de la légitimité du président Félix Tshisekedi. Et maintenant, le président Félix Tshisekedi dit, d'accord, vous avez dit ça, mais nous pourrons aller au dialogue. Et moi, je donne comme préalable, condition sine qua non. Il faudrait que les débatteurs comprennent que nous sommes dans un cadre de transition politique légale. Et à ce moment-là, pourront prendre part au dialogue tout citoyen qui n'a pas été condamné. Parce qu'ici, nous avons deux pouvoirs qui se juxtaposent. Le pouvoir exécutif qui décide que nous allons avoir un dialogue. Le président, c'est le pouvoir exécutif. Le pouvoir judiciaire a condamné. Il a condamné, il y a des condamnés qui ne peuvent pas prendre part au dialogue. Donc, si nous disons politiquement que nous pouvons accepter que ces gens-là entrent au dialogue, ça veut dire que nous escamotons
nous bafouons la décision du pouvoir judiciaire. Ce qu'ils ont comme recours, Vous pouvez conclure parce que... je suis en train d'arriver. Ce qu'ils ont simplement comme recours, là je les aide, hein, parce que je vois en eux, ils n'ont pas de stratège politique. Ils peuvent faire une requête, pour réhabilitation, comme l'a fait, nous les Kimbagis, nous avons fait pour Papa Simon Kimbangu le 11 juillet 2011. Tout simplement. Alors, en cela maintenant, je finis, en cela maintenant, le président Tshisekedi, comme il a été contesté, qu'il n'a pas été légitimé, il a le droit de se représenter en 2028, parce que, jusqu'à présent, sa légitimité est sujette à caution, et eux, ils ont pris les armes pour cela. Nous allons demander à ce que le président Tshisekedi se mette sur la course de départ en 2028 pour confirmer sa légitimité ou infirmer sa légitimité. Parce que comme la communauté internationale a donné crédit à ce dialogue, et moi je dis, parce qu'on n'a pas bien parlé, je suis en train de finir, vous m'avez donné... alors, moi je dis, je finis par ceci. Je dis, est-ce que... Oui, on va prendre ça. Pour l'instant, le sénateur américain, je n'ai pas parlé des sénateurs américains. Mais le temps est fini. Mais oui, mais les sénateurs américains, c'était une motion d'information. C'était une motion d'information qui n'a pas été inscrite dans l'ordre du jour du Congrès, de la plénière du Congrès américain. Donc la motion d'information ne suscite pas débat. C'est une information. Et que l'opposition ne croit pas que, parce qu'il y a eu cette motion d'information, que les Américains sont pour eux et insistent pour qu'il y ait ce dialogue-là. Voilà, je conclue. Merci, M. Christian. L'heure, c'est l'heure. Lorsqu'on vous demande d'arrêter, il faut arrêter. Voilà, on a fini pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci à Héritier Koto. Merci à Jaï Ntalou. Merci à Christian Mambou et merci à Van Mukendi. Merci à toute l'équipe technique. Merci à la réalisation. La suite au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir.